Bonjour, mon nom est Olivier Thévault et je suis avocat fiscaliste à New York. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler des Living Trusts. Pourquoi j'ai envie de le faire? C'est parce que beaucoup de mes clients me posent la même question et ça revient encore et encore et j'ai pensé qu'une vidéo sur le sujet était extrêmement intéressante. La question est relativement simple. C'est que quand on vient de l'étranger et qu'on vient s'installer aux États-Unis ou qu'on commence à avoir des investissements aux États-Unis, se pose la question de savoir qu'est-ce qui se passe si on devient invalide ou aussi qu'est-ce qui se passe en cas de décès. Et là, c'est vrai que les mécanismes qu'on peut connaître, par exemple en Europe, aux États-Unis, les mécanismes sont très différents. Et ils sont très différents pour une raison relativement simple, c'est qu'on a un droit sur la succession, un droit en cas d'incapacité qui est étatique, donc de chaque state. Donc si vous avez un bien en Floride et que vous vivez à New York et que vous avez une société au Delaware, vous avez déjà 3 législations qui vont s'appliquer. Et donc ça devient vite compliqué. Et puis ensuite, il y a aussi un point que les gens ne réalisent pas, surtout s'ils viennent de l'étranger, c'est que quand on décède aux États-Unis, si on n'a rien prévu, eh ben, on doit ouvrir une procédure, ce qu'on appelle de probate, une procédure devant un juge. Et puis là, on doit apporter le testament, on doit donner les biens qu'avait le docu-just, donc la personne qui est décédée. On doit aussi expliquer ses héritiers, on doit démontrer qui étaient ses enfants, etc., etc. Et toutes ces données sont publiques. Et donc, c'est vrai que quand je dis ça à des Français, à des Suisses, à des Allemands, ils sont souvent extrêmement choqués que ça devient public, que n'importe qui peut savoir les biens qu'il y avait dans cette succession et qui hérite. Et donc, c'est vrai que si on veut garder un peu de vie privée, y compris à notre décès, ben, une des solutions, c'est un Living Trust. Et pourquoi c'est une solution? Parce qu'en fait, on transfère nos biens dans un trust, mais on en garde complètement la jouissance et le pouvoir d'administration. Donc finalement, ça ne change rien. C'est qu'à la place que les biens soient à notre nom, on les met au nom d'un trust qu'on aura créé, mais qu'on garde la maîtrise complète. On n'a pas besoin d'avoir un trustee, donc un gestionnaire professionnel. On peut rester nous-mêmes trustee. Et puis, ça permet donc de vivre avec ce trust où on a nos biens qui sont détenus par ce trust, d'un point de vue fiscal complètement transparent. C'est comme si on ne s'était pas dessaisi de nos biens, donc fiscalement, ça ne change absolument rien. On continue à payer nos impôts comme si les biens nous appartenaient. Et puis, ça permet de prévoir plein de règles sur la gestion de ces biens en cas d'incapacité et en cas de décès. Et souvent, qu'est-ce qu'on prévoit? C'est qu'on prévoit déjà l'incapacité. On dit, ben voilà, je reste le trustee, ou peut-être que je nomme aussi un co-trustee si tout d'un coup j'ai envie d'avoir quelqu'un qui peut gérer les biens avec moi. Ça, c'est à choix. Et puis, on prévoit que s'il nous arrive quelque chose, on devient incapable. Par exemple, imaginons on a un accident et on est dans le coma, ou alors on devient trop vieux pour gérer nos actifs et qu'on commence à avoir de la peine, ou qu'on devient simplement incapable de discernement pour cause de maladie. On prévoit quelqu'un qui va nous remplacer. Et puis cette personne, donc, on va pouvoir la nommer. On peut aussi nommer plusieurs personnes en disant bah, c'est mon fils. Si mon fils ne peut pas, bah, ce sera, je ne sais pas, ma belle-fille ou ma femme, mon mari, peu importe. On peut nommer qui on veut. Et puis on peut nommer aussi un professionnel. On peut choisir que ce soit une société de trustee professionnel ou son avocat. Donc on a une très grande liberté. On peut aussi limiter et donner des instructions. Et ça, c'est extrêmement important. Imaginons que vous avez des biens, vous pouvez dire, bah voilà, le trustee qui va gérer ma fortune quand je suis incapable de discernement, je ne veux pas qu'il puisse vendre les biens, je veux qu'il s'occupe de mon époux ou de mon épouse, je veux qu'il paye les études de mes enfants. Et tout ça, on peut le mettre comme instruction. Et le trustee, il va avoir une obligation de suivre ces instructions. Alors que si on ne prévoit rien et qu'on tombe tout d'un coup invalide, on a un accident, ben à ce moment-là, c'est très embêtant. Notre famille, nos proches vont devoir aller demander à la justice de nommer quelqu'un pour gérer les biens. Ou alors on peut prévoir aussi une procuration qui s'applique en cas d'incapacité, mais se pose la question, est-ce qu'elle est applicable dans les différents États, comme on a dit, si on a par exemple des biens dans plusieurs États, ben, ça va être compliqué, on va devoir faire reconnaître cette procuration dans plusieurs États. Alors que là, le trust, c'est extrêmement simple. On est incapable, le trustee qu'on a nommé comme remplaçant
va simplement continuer à gérer les biens du trust et ils sont déjà les biens au nom du trust. Donc en fait, il doit simplement démontrer son pouvoir de représentation. Quand on décède aussi, le trust, le living trust a un immense avantage. C'est, si vous voulez, un testament un peu amélioré. Pourquoi il est amélioré? Parce que déjà, on va expliquer qui a le droit d'héritier, mais aussi ça permet d'éviter l'estate. Si on a un testament, on doit aller faire valider le testament devant le juge. Comme je l'ai dit, tout ça devient public, pas le trust. Le trust, si vous voulez, il existe déjà du vivant et puis quand on décède, il reste en vie, si on veut, et continuer de s'appliquer. Et donc, le trustee qu'on a nommé va continuer à gérer ses avoirs, à gérer le trust. Et dans le trust agreement, on a nos dispositions pour cause de mort, notre dernière volonté. Et donc, on peut prévoir, par exemple, que certains biens iront à notre époux ou épouse survivant, que nos enfants pourront hériter des biens. On peut aussi prévoir, et ça c'est extrêmement intéressant, que les biens restent dans le trust pendant un moment. Donc imaginons, vous êtes jeune parent, peut-être que vous avez une partie de l'héritage que vous voulez que soit attribuée à vos enfants, que ce ne soit pas l'entier des biens partent au conjoint survivant, mais vous ne voulez pas non plus que les enfants deviennent héritiers à 12 ans. Ça peut être un peu tôt. Donc, vous pouvez prévoir dans le trust que le trustee va garder les avoirs dans le trust, va utiliser les rendements, par exemple, pour payer les frais de scolarité ou que sais-je, et puis que le capital sera distribué à certaines conditions. Par exemple, une fois que les enfants ont atteint l'âge de 25 ans ou une fois que l'entier des études de tous les enfants ont été payés. Peu importe, c'est à vous de choisir ce que vous voulez. Et on est aux États-Unis, donc on n'a pas de réserves. En tout cas, les réserves sont nettement plus limitées que dans les pays européens. Donc, vous avez une flexibilité énorme. Donc, si on résume, Living Trust, vous gardez la capacité de gérer les biens comme si c'était les vôtres. Vous pouvez enlever les biens du trust, les remettre, changer le trust, donc le contrat de trust, et puis prévoir ce qui se passe quand vous êtes en incapacité et vos dispositions pour cause de mort. Donc c'est un outil absolument fantastique. Si vous avez des biens aux États-Unis, que vous vivez aux États-Unis, il faut véritablement penser à cet outil. Évidemment qu'il y en a d'autres, il y a des trusts irrévocables, il y a d'autres choses, il y a des trusts pour les enfants, les petits-enfants, pour payer leurs frais de scolarité. Donc il y a d'autres aussi outils, mais le Living Trust, je dirais, est un des outils ou l'outil principal, en tout cas l'outil premier pour gérer ses biens et pour protéger sa famille et éviter que la famille doive se retrouver à devoir prendre un avocat, saisir la justice pour avoir quelqu'un qui soit nommé en cas d'incapacité, puis ensuite de devoir aller dans une procédure de probate en cas de décès, qui évidemment, c'est évidemment pas l'idéal. Alors que si on a un trust, le trustee prend ses fonctions, a accès directement au compte, peut directement payer les factures, continuer à avoir une gestion active du patrimoine. Donc, véritablement, pensez au Living Trust si vous vivez aux États-Unis. Si vous vivez à l'étranger et que vous avez des biens aux États-Unis, un Living Trust peut aussi être intéressant. Mais à ce moment-là, il y a d'autres considérations, notamment la fiscalité de votre pays de résidence. Est-ce que votre pays de résidence reconnaît la transparence du trust? Et il y a d'autres aussi considérations fiscales, notamment pour est-ce qu'il faut mettre un blocker, est-ce qu'il faut avoir une société étrangère qui achète les biens aux États-Unis pour éviter l'impôt américain. Donc il y a des questions un peu plus compliquées si vous vivez hors des États-Unis. Mais si vous vivez aux États-Unis ou que vous êtes américain, le Living Trust est véritablement l'outil qui est recommandé dans une grande majorité des cas.